Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, la miniature qui illustre la vidéo, c'est Christine Del Rosso, donc une hackeuse qui bosse à Sophos, et qui avait fait une présentation intéressante, j'ai trouvé. Donc, ça fait un petit moment que j'ai vu, donc je vais résumer de tête. Mais si je me souviens bien, l'idée c'était de comparer le CNVD, donc qui est l'équivalent chinois du système CVE américain. Et pourquoi c'était intéressant de comparer ça en regardant de près, c'était parce qu'il y a des vulnérabilités qui sortent 6 mois en retard sur le système chinois, et on pourrait penser que c'est lié au fait que ces vulnérabilités qui sortent en retard sur le système CNVD chinois sont utilisées et exploitées par les services de renseignement chinois. Ou si c'est le cas, c'est particulièrement intéressant de regarder de près cette base de vulnérabilité publique chinoise. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo dont je mettrai le lien sous la mienne pour voir en détail le travail de Christine Del Rosso. Alors, avant d'entamer la machine du mois, on a une minute frame, comme tous les mois. Donc la minute frame, c'est le ProLab Solar que j'ai fini. Et pour une fois, je le recommande pas trop, j'ai trouvé pas réaliste, et en plus pas tant pédagogue et instructif que ça. J'ai passé 3 plombes sur une exploitation qui était trop pas réaliste. Donc bref, je vous recommande plutôt d'aller voir les autres ProLab plutôt que celui-ci. Et enfin, avant de découvrir la machine qu'on va exploiter ce mois-ci, on a la minute relou. Minute relou qui concerne un article qui est sorti en juin, enfin des articles parce qu'il y a plusieurs médias qui en ont parlé. Donc c'est le fait qu'il y a 2 journalistes qui ont été espionnés avec Paragon, donc Paragon qui est un des successeurs de Pegasus et de Predator, donc encore les Israéliens et leur logiciel d'espionnage sur smartphone. Et donc ici, il y a 2 journalistes, un italien et une journaliste dont la nationalité n'est pas fournie, enfin n'est pas rendue publique, qui ont été espionnés. Donc c'est Citizen Lab, une fois de plus, qui a fait l'analyse pour trouver les différents indicateurs permettant d'arriver à cette conclusion. Et du coup, comme j'ai lu cet article, on va dire peu de temps après ou avant, je sais plus, avoir regardé cette vidéo de Off Investigation, cette vidéo de Off Investigation sur notamment la censure et l'espionnage des journalistes sous le gouvernement Macron. Et ben du coup on peut faire une association, évidemment, hein, c'est peut-être pas ça et j'espère que c'est pas ça, mais on pourrait se dire que c'est potentiellement la journaliste Ariane Lavrieux, je sais pas comment on prononce, qui a été particulièrement ciblée et qui peut-être a été victime de ce logiciel d'espionnage potentiellement commandité par la France. J'espère que c'est pas le cas, parce que si c'est le cas, ça implique que la démocratie en France est de moins en moins démocratique. Mais n'hésitez pas, de toute façon je mettrai les liens sous la vidéo, à vous renseigner, et peut-être que d'ici là l'information sera rendue publique sur quel est le journaliste ou la journaliste européenne qui a été espionné par Paragon. Alors, allons-y, on part sur la machine du mois qui est donc Titanic. Titanic, une machine facile, c'est l'été, j'ai pas pris une machine trop dure. On va y aller comme d'hab en adventure mode. Et donc on va voir que quand on analyse un gros bateau, on peut savoir s'il va prendre l'eau en regardant différents points. Donc comme d'habitude j'ai déjà fait le scan Nmap, le VPN est monté, le scan Nmap est ici, du très classique 2280 ouvert, et on a l'URL ici, enfin le nom de la machine, titanic.htb. Donc
On va chercher les sous-domaines, très classique aussi, je passe vite. On voit qu'il y a un sous-domaine dev. On ajoute les deux sous-domaines, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant, je le coupe au fichier etc host. Ce qui n'est pas fait, je pensais l'avoir déjà fait. Ok. Allons-y pour le faire maintenant du coup. Hop. Donc l'adresse IP elle est ici. Hop. Et on va mettre ici le nom de la machine qu'on a dans le scanner map, titanic.htb, ainsi que dev.titanic.htb. Ok, donc maintenant que le TC host est à jour, allons-y sur ce site en port 80. J'ai lancé Burp puisqu'on en aura besoin après, et comme il est un peu long à se lancer, je l'ai lancé en amont pour gagner du temps. Mais dans un premier temps, on va y aller. Non, on va y aller directement avec Burp. Parce que là j'ai une configuration qu'il faut que je change, j'ai pas envie de la changer. Donc allons-y avec Burp, j'ouvre le browser. Connection refused. Est-ce que la machine est lancée? La machine est bien lancée. VPN est up. Il y a un NC dessus, 10, 11, 55, 80, c'est bien open. Donc ça serait la configuration de burp. Je vais peut-être utiliser un SOX ou je sais pas quoi sur ce burp. Ouais c'est ça, on va dire le SOX. Tac. Je relance. Voilà. Donc on tombe sur un site de réservation de croisière à l'ancienne, si je comprends bien. Hein. Donc l'idée de l'auteur de la machine, j'imagine, c'était de nous ramener à l'époque du Titanic. Et on va faire une première petite intermède. Bah du coup, je vais devoir lancer quand même le site sur cette machine. Pourquoi? Parce que je l'utilise tout le temps et j'en ai jamais parlé apparemment sur Acksize. Le proxy, bim. C'est Wapapalizer, donc un plugin très pratique qui permet donc, qui parse en gros les différents sources et requêtes qui passent, et à partir de ça, s'il peut, il donne la version des technologies utilisées par la cible. Donc ici on voit qu'il y a du Flask comme 3.03, du Popper 2.5.3, etc., etc. Donc comme c'est très transparent, c'est très utile dans la phase de reconnaissance d'avoir ce plugin installé sur votre navigateur d'analyse. Bon, je passe parce qu'il n'y aura pas grand chose d'autre intéressant sur ce site cible, mais ce qui va être intéressant, c'est comme souvent la version en dev, enfin ce domaine de développement qui va nous donner des choses intéressantes. Donc on tombe sur un Gaiti, je sais pas comment on prononce Gaiti. On peut aller faire un explore, on voit qu'il y a deux repos, un docker config et un flask app. Et si on regarde le Flask App, on voit que ça parle du Titanic Booking System. Donc il semblerait que ce soit le code source de l'application qui tourne sur titanic.htb. Et donc si on creuse, comme d'habitude je vais vite, je vais directement sur ce qui est intéressant. En temps normal, il faudrait y passer un peu plus de temps. Hop. Mais ce qui est intéressant, c'est le app.py qui nous donne les différentes routes /book /download de ce site web. Et donc si je reviens sur
mon burp et que je tente une réservation, c'est à peu près le seul lien qui marche sur le site. Book your trip. On tombe sur un formulaire qui ressemble à ça. Et donc si je mets n'importe quoi, full name 10 pourquoi pas, email adresse on va mettre lisbeth@titanic.htb, phone number, ok si tu veux, travel date, une date au pif, cabine standard de luxe suite, voilà, prendre la suite tant qu'à faire. Submit, et il nous renvoie un JSON, donc un site pas très réaliste. Donc si on regarde les requêtes, on voit que postbook il est là, avec les différentes données que j'ai mis, et il renvoie effectivement un point JSON. Donc, pour rappel, JSON c'est JavaScript Object Notation, hein, c'est l'acronyme de JavaScript Object Notation, et donc c'est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript, qui concurrence XML, hein, parce qu'historiquement c'était plus XML qui était devenu un peu le standard. Et maintenant le JSON a tendance à concurrencer de manière efficace le XML, puisqu'on voit plus souvent que du XML au niveau de la représentation et de la transmission d'informations structurées, pour être précis. Et donc il y a un truc qui saute aux yeux ici là, donc on a download ticket et un numéro de ticket .json. Et le fichier qu'on a téléchargé, si je viens ici, je fais un LL, c'est bien le nom de un UUID généré a priori, et avec un suffixe .json. Donc quand on a un nom de fichier dans l'URL, parce qu'on a envie de tester, on le fait souvent, de changer ce nom de fichier, de voir si on peut pas faire pouvoir accéder à d'autres fichiers. Donc, un des premiers tests qu'on fait en général, c'est le etc passwd, et ici il va normalement s'avérer payant. Donc il y a une LFR, local file read, on peut afficher d'autres fichiers, et on peut déjà, vu que on voit que le seul qui a un shell, il est où, c'est développeur, on va jeter dessus. Alors on voit qu'il y a un bin bash associé au /home/développeur. On peut déjà tenter d'afficher le flag user.txt, et ça fonctionne, on a déjà le flag. Et du coup c'est comme ça hein, que si vous vous demandez comment ça se fait que la machine a été torchée en seulement où c'est qu'on voit les temps, machine info, voilà, en 3 minutes seulement elle a été pawnée. C'est parce que du coup Jazz Pizzas avait eu cette idée hein, une fois qu'il a trouvé rapidement la LFR, et s'est dit je vais afficher le flag direct, et c'est gagné. Mais après du coup pour avoir un shell c'est un peu plus long. Donc dans un premier temps on va continuer l'énumération en regardant l'autre repo qui est présente sur le Gitee. Et dans cet autre repo, le docker config, on a un docker compose qui permet de voir que on a de la redirection pour du SSH et de la redirection sur le port 3000 sur le service web a priori. Et si on regarde la doc officielle de Gitee, on va voir que le fichier qui contient la configuration par défaut, c'est app.ini. On parle ici, ils en parlent un peu plus loin. Voilà, data gitee conf app.ini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre ce fichier dans notre LFR pour voir si on peut pas le lire. Donc a priori ça a été installé dans Home Developer Gitee Data. Donc je le mets dans Home Developer Data Gitee conf app.ini.
ça marche pas. Pourquoi? Data git conf app.uni home developer. On dit quoi? Home developer data. On va pas oublier un git là. Si je reviens ici, home developer git data, oui, il manque un git dans mon truc. Ici il y a un git slash, et là on met le truc par défaut. Voilà, c'est mieux. Donc là on tombe sur pas mal de choses intéressantes. Donc le secret JWT, le token interne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper la base de données ici, là. Une base de données SQLite. Donc on va la récupérer et je vais faire un curl pour la mettre sur le répertoire courant. Donc j'imagine qu'elle est là où c'est écrit. Hein. Sans surprise, on la récupère. Maintenant qu'elle est dans notre répertoire, on vérifie que c'est bien un SQLite. On est bon. Et on l'ouvre avec SQLite 3 par exemple. On regarde les tables, en français c'est tables aussi. On regarde ensuite, alors pour que ce soit un peu plus parlant, je vais activer les headers, les en-têtes, pour afficher la ligne contenant le titre des colonnes. Et là je vais faire un select étoile from user, hein, qui est évidemment un classique de la table qu'on regarde en priorité. Et on voit qu'il y a deux users, administrateur et développeur, et on a le hash associé. Alors si je le fais de manière un peu plus jolie, parce qu'il y a beaucoup de colonnes, et je pense que les colonnes qui nous intéressent, ça ressemble à ça. Donc name, password, l'algo de hash qui est enfin. Et du coup, si on regarde la doc H4 associée à ce format, je la mets ici. On voit que qu'il faut le mettre dans le bon ordre. Donc tac tac tac. Voilà, echo, SHA-256, itération, salt, digest. Donc nous, il va falloir qu'on respecte ce format-là pour que H4 arrive à le craquer. Donc est-ce qu'on a ces trois informations, itération, salt, digest? Donc si on regarde la database, on a bien l'information de l'algo qui est là. Et on a un 5000 ici, 50 000 ou 5000 50 000 qui indique qu'il y a 50 000 itérations. Donc on a le itération, ça c'est bon. Il ne reste plus que le cell et le digest. Donc eux, dans leur exemple, on peut voir que c'est du base 64. Donc a priori c'est encodé en base 64. Donc une fois qu'on a ces informations, si je le fais en une seule commande, ça va donner ça. Après je vais essayer quand même de l'expliquer un peu parce que c'est un petit peu complexe. Bim bim bim. Donc l'idée c'est que donc je sélectionne les colonnes qui nous intéressent. On avait le salt qui était bien dans la base de données. Ensuite, donc je récupère le champ qui m'intéresse, je le mets en base 64 puisque c'est ce qui est attendu par H4.
Le salt, idem, le sel en français. Et enfin, le nom que l'on va utiliser pour le premier champ. Puisque ça va permettre d'aider H4 à casser comme il faut ce fichier que j'ai écrit dans gitty.hashes en même temps que de l'afficher avec un t. Ok, donc a priori je crois que c'est assez long, mais avec un peu de chance je l'ai encore gardé dans le pod file, peut-être le mot de passe. Ouais, c'est ça, recovered 1/2, donc j'avais dû le garder dans le pod file parce que je crois que sinon c'est un peu long. Donc on va pas le laisser terminer parce qu'il y a un des deux qui va pas réussir à casser avec la liste RockU. Donc je me casse et on voit ici ou pas. Non, il l'affiche pas. Tac. Du coup sur Linux, sur Kali, où c'est qu'il met le pod file? Je ne sais plus, c'est genre LL. Il faut aller dans le répertoire racine, je pense, et là il doit y avoir un truc genre THR, on va faire comme ça. Parce que John il y a un show, H4 je crois pas qu'il y ait un show. Je sais plus si on peut l'afficher direct. J'ai tendance à utiliser un out file. Là, si, il y a un show. Ok, donc on va pas se faire chier. On va revenir sur le bon répertoire. Ici. Et on va faire un tiret show. Si ça marche, je suis pas sûr du coup. Voilà, si ça marche. Et donc on voit que le mot de passe, c'est 25, 28, 25, 28. Pour le compte développeur, on a évidemment envie de tester ce mot de passe sur le compte développeur en SSH, peut-être que c'est le même. Donc je copie-colle cette valeur. Hop. Ah. Il y a le 2 qui n'est pas copié, je le tape à la main. Et ça passe, on est connecté en SSH en tant que développeur et on a déjà accès au user.txt. Première partie de la machine compromise. Ensuite, si on regarde un peu les process, pareil, hein, je vais vite pour aller directement sur la bonne solution. On voit qu'on ne voit pas beaucoup de process. Si on regarde mount, c'est lié au fait qu'il y a un hide.pid invisible. Donc hide.pid, c'est depuis le noyau Linux 3.3 hein, qui permet de monter avec ces options pour cacher le process ID. Du coup, on va continuer l'énumération. On a un /opt qui contient 3 répertoires qui sont intéressants. Donc on a opt app qui contient donc a priori le même contenu que ce qu'il y avait sur le Gitty. Ici, static template ticket. Ensuite on a opt script qui contient juste un fichier identify underscore images et quand j'affiche ce fichier script ici il y a 4LL, il n'aime pas trop. opt script identify
Et le script est très simple, il truncate un metadata.log et puis il fait une recherche d'images et sur ces images il utilise Magic. Donc ImageMagick, on en a probablement déjà vu dans d'autres vidéos Acksize, mais l'idée c'est que ImageMagick c'est un logiciel libre qui comprend une bibliothèque ainsi qu'un ensemble d'utilitaires en ligne de commande qui permet de créer, de convertir, de modifier et d'afficher des images dans un très grand nombre de formats. C'est une boîte à outils pour images très fréquemment utilisée puisque très puissante. Alors, première chose, c'est, on voit que ça se passe donc dans ce répertoire dans le fichier metadata.log. Voyons voir ce que contient ce fichier. On voit qu'effectivement, il contient une sortie de Magic Identify. Identify, je crois que c'est simplement, il regarde un peu les métadonnées, les informations de l'image. Ok, donc ça correspond. Si on regarde les droits sur ce fichier, on voit que le fichier appartient au groupe ou user, je sais plus, développeur. En tout cas, on a les deux, donc on a forcément les droits d'écriture dessus. C'est cool, on peut l'écraser si on veut. Et enfin, si on regarde leur machine 2h05, et on voit qu'elle a été modifiée à 2h05 le 24. Donc modifié très récemment. Il semblerait que ce soit peut-être dans une comptable ou même si c'est pas dans une tâche planifiée, que l'application accède fréquemment à ce script et donc génère fréquemment une sortie metadata.log. Ok, et si je regarde la version de Magic sur le système qui est appelée par le script, on voit que c'est la version 7.1.1-35. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on a une version? On l'a fait depuis longtemps sur Acksize. On va vérifier le fameux CVE, ce dont on parlait au début de la vidéo avec la vidéo de Christine Del Rosso, qui comparait donc le CVE au CNVD chinois. Et donc là, nous, on va utiliser le CVE américain. Le CVE américain, pour rappel, du coup, c'est Common Vulnerabilities and Exposure, donc une liste de numéros standards d'identification des vulnérabilités en informatique. Donc je vais aller sur un moteur de recherche, ici par exemple, et je vais taper donc ImageMagick sa version et CVE. Donc ça tombe directement sur ce POC avec la CVE 2024 41817 où il y a a priori carrément l'exécution de code possible sur cette version si on est inférieur ou égal à la version que l'on a sur le système. Donc ça sent très bon. Et si on regarde, je sais pas s'il met le lien, si ça doit être ça, ouais. En référence, il met le Security Advisory de ImageMagick officiel, donc sur la repo officielle d'ImageMagick sur GitHub. Et du coup, on a le détail de cette exécution de code arbitraire, d'où il a tiré globalement, j'imagine, son POC DXSK. Je connais pas d'ailleurs DXSK. LGP Corp. Pardon, je pars sur de l'OSIN sur DXSK. Non, pas la peine de traduire d'ailleurs, c'est French. Il est français. Il est où elle d'ailleurs? Il y a une traduction automatique là, non? On est vraiment en mode... Ah ouais. Qui sommes-nous? Non. Ok, bon, je digresse. Donc,
Si on revient sur l'article officiel d'ImageMagick sur cette vulnérabilité, on voit que il y a un POC et donc le POC il parle d'un fichier XML et après il parle d'une autre méthode. Donc a priori il y a deux méthodes pour exploiter cette vulnérabilité. Du coup on va utiliser la seconde puisque la première ne marche pas, ou en tout cas je n'ai pas réussi à la faire marcher. Sur notre cible, il y a peut-être des paramètres qui jouent et qui font que la première méthode ne fonctionne pas sur cette machine. Donc cette seconde méthode, c'est relativement simple, hein. On voit ici les différentes commandes qui permettent de modifier la librairie qui sera appelée. Donc allons-y. Donc je vais dans le répertoire qui va bien. Le répertoire où sont les images en question, hein, OPT, on l'a ici, tac. Ensuite, je vais créer le fichier comme il l'a fait. Donc, je vais vraiment faire un copier-coller de ça, hein, tac, 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 tac. Bim. Je vais copier ça. Voilà. Et du coup, là ça va juste faire un ID, c'est pas super intéressant. Donc je vais faire juste une modif pour remplacer l'ID par une commande qui va nous intéresser. Là il a... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un notepad tout bêtement, un mousepad, peu importe. Donc on va copier ça, on va remplacer donc la ligne qui nous intéresse, système ID, par ça, je mets plus grand pour qu'on voit. Donc là je crée tout bêtement une copie bin bash que j'appelle isbet et je lui donne les droits à cette UID. Comme ça on va pouvoir l'exécuter en tant que route, puisque normalement le fichier sera créé avec l'utilisateur route. Bon, je refais la commande qui tue en mettant ce coup-ci la bonne ligne. Tac, tac. Ah voilà, là il y est. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi il était pas, peut-être parce que il y a la comptable, une fois qu'elle a exécuté le levier, je sais pas trop. Là, si je refais un LL, ah ouais, il s'en va vite, hein. Il y aura une cron qui tourne rapido. Et donc du coup, est-ce que ça a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un fichier Lisbeth qui a été créé? Eh bien oui. On n'a plus qu'à le lancer avec -p pour conserver les droits route, puisqu'elle a bien été créée en tant que route avec un setuid. Et c'est bon, on a routé la machine, cette machine facile Titanic. Du coup, si on se place d'un point de vue Blue Team, les 2-3 éléments qui vont pas sur cette machine et qui permettent de la compromettre, du coup on a quoi? On a donc le code qui était accessible publiquement. Bon, ça, si c'est du open source,
ça va, hein, mais ce qui va surtout pas, c'est la LFR, hein, donc il faut corriger dans le code pour éviter qu'il soit possible de faire une LFR sur ce site web. Ensuite, le mot de passe qui était facile à casser puisqu'il était dans Rockio. Et donc le script image qui est appelé ImageMagick, il faut mettre à jour ImageMagick pour éviter qu'on puisse exploiter cette CVE, assez classique, hein, somme toute, ce mois-ci, mais c'est l'été, hein, on va pas se prendre la tête. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.